Qui sont les gagnants et les perdants de ce budget? J'en parle avec trois principaux représentants des partis politiques. François-Philippe Champagne, député libéral de Saint-Maurice, Champlain, secrétaire parlementaire du ministre des Finances, Bill Morneau. Bonsoir, M. Champagne. Bonsoir, Mme Dussault. Gérard Deltel, député de Louis-Saint-Laurent et porte-parole du Parti conservateur. Bonsoir, M. Deltel. Et M. Guy Caron, député de Rimouski, Néjet-Témiscouata, les Basques et porte-parole du NPD en matière de finances. Bonsoir, M. Caron. Bonsoir, Mme Dussault. Vous taquinez là, en mettant l'accent sur le nom de votre comté. Monsieur Champagne, je commence par vous quand même. Promesse faite de déficit de 10 milliards. On se retrouve aujourd'hui avec un déficit de 30 milliards. Et en plus, on se retrouve avec aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Bien, écoutez, je dirais, Mme Dussault, ce budget-là, c'est une très bonne nouvelle pour les familles canadiennes, les gens de la classe moyenne. Les gens nous ont dit deux choses, Mme Dussault, quand on s'est promené à travers le pays. Ils ont dit « Aidez-nous et nos familles et faites croître l'économie ». C'est exactement ce qu'on a fait. On a déjà commencé par réduire l'impôt de la classe moyenne. 9 millions de Canadiens et Canadiennes paient moins d'impôts depuis le 1er janvier. Et ce qu'on a annoncé aussi, c'est notre mesure phare, l'allocation canadienne aux enfants, qui est une mesure sans précédent. C'est probablement la mesure sociale la plus importante depuis l'universalité des soins de santé. On parle d'un chèque qui va être envoyé aux familles à partir du mois de juillet, qui sera plus généreux, non imposable. On parle de 2 300 $ par famille en moyenne. C'est significatif pour les familles. Les gens nous ont dit on a besoin d'aide pour les enfants, pour la famille. C'est ce qu'on a fait. Et si vous regardez au niveau de la croissance, bien évidemment, c'est tout notre plan pour les infrastructures. 11,9 milliards, des mesures historiques pour aider dans le transport collectif, pour aider à l'assainissement des eaux usées, pour investir dans le logement social, les infrastructures sociales et tout le pan, j'allais dire, innovation. Ce qu'on fait, Mme Dussault, nous, c'est de miser sur la croissance économique. Vous savez, 1 de croissance économique dans une économie de 2 trillions, c'est 20 milliards. Et c'est comme ça qu'on dit, notre objectif, c'est toujours d'arriver à l'équilibre budgétaire, mais on est conscient que maintenant, ce qu'on doit faire, c'est d'investir dans l'économie canadienne. Alors, chez les conservateurs, c'est un choc, là. C'est pas du tout votre philosophie? Non, vraiment pas. C'est un budget qui est tout à fait irréaliste et irresponsable. Là, on est vraiment loin là, des tout petits déficits de 10 milliards en 3 ans, puis après ça, le retour à l'équilibre budgétaire. On est vraiment retombé dans la spirale catastrophique des déficits, comme si de rien n'était. On est de retour aux années 70. Nous, on s'en rappelait que ça a pris 20 ans à l'État canadien à se remettre de ces déficits-là. Donc, 113 milliards de dollars, c'est autant de taxes que l'on envoie à nos arrière-petits-enfants qui vont devoir payer pour les excès d'aujourd'hui et la mauvaise gestion. Quant au choix qui a été fait concernant les familles, je tiens à vous rappeler que notre gouvernement avait instauré justement une aide directe aux familles, mais également, nous avions des crédits d'impôt pour des choix que les familles pouvaient faire, que ce soit entre autres pour l'éducation, que ce soit pour l'art ou encore pour les activités sportives pour les enfants ou encore même les activités physiques, les crédits pour les œuvres charitables. Bien, la plupart de ces crédits-là viennent de disparaître dans ce gouvernement-là. Et pour nous, ce n'est pas un choix responsable. Et d'une certaine façon, lorsqu'on dit que c'est un budget pour les familles, bien, peut-être oui, dans la mesure où on envoie la facture à nos enfants et à nos petits-enfants, et strictement rien pour nos créateurs d'emplois, pour nos créateurs de richesses, pour nos PME. Au contraire, on abolit même un crédit d'impôt pour l'embauche et aussi on maintient très élevé le taux d'imposition concernant l'emploi pour l'assurance-emploi pour les entrepreneurs. Bref, rien de bon pour nos créateurs d'emplois et surtout très mauvaise nouvelle pour les payeurs de taxes qui, plus tard, vont avoir à payer pour les excès d'aujourd'hui et contrôle tout à fait perdu des finances publiques. Alors, M. Caron, de votre point de vue, on a souvent évoqué comme cause une des causes de la défaite du parti NPD lors de ces élections, c'est quand M. Mulcair s'est affirmé en disant qu'il n'y en aurait pas de déficit. Là, vous avez peut-être un peu atténué cette position-là par la suite, mais qu'est-ce que vous en dites, vous, de l'idée d'investir pour des milliards pour relancer l'économie parce que les taux d'intérêt le permettent, notamment? Bien, je pense que tout le monde réalise qu'on est dans une situation vraiment différente de celle d'il y a 5-6 mois passés. La situation a beaucoup évolué, que ce soit la chute du prix du pétrole ou encore la baisse assez importante du dollar canadien également. Ça a des impacts sur l'économie. Ce qu'il faut faire attention, cependant, c'est la question des déficits structurels. Et pour ça, je pense qu'il va falloir attendre de voir quels seront les impacts de ce budget, que ce soit au niveau des investissements sur l'infrastructure ou encore des autres mesures qui ont été mises de l'avant. Si on analyse le budget selon l'angle de ce qui avait été promis durant la campagne électorale, il faut quand même admettre qu'une bonne partie des mesures tombent à court de ce qui avait été promis. Quand on parle des sommes promises pour l'éducation des Premières Nations, on tombe à 300 millions de moins que ce qui avait été promis. Si on pense, par exemple, à... Pardon.
aux mesures liées à l'aide à l'enfance pour les Premières Nations, c'est 130 millions de moins. Il y a de l'argent de moins que ce qui avait été promis au niveau des jeunes, au niveau des personnes âgées. Si on parle des PME, il y avait un engagement qui était ferme de la part des 3 partis de diminuer l'imposition des PME à 9 %. Les libéraux sont revenus sur leur parole et le gel à 10,5 %. Un dernier point, au niveau de l'assurance-emploi, il y a des mesures qu'on peut appuyer, comme par exemple l'élimination des mesures qui touchaient la discrimination envers les chômeurs, créant différentes classes de chômeurs, dépendamment de l'usage. On est d'accord avec la décision des libéraux de mettre ça de côté, comme de l'obligation de travailler à 100 km de chez soi. Cependant, et là où le bas blesse, c'est que même si on vient en aide aux économies en difficulté comme l'Alberta, la Saskatchewan, les Terre-Neuve et le Labrador en donnant une extension de 5 semaines des prestations. Ce programme-là existait auparavant. C'est les conservateurs qui l'avaient coupé. Et puis, ça bénéficiait entre autres les régions où l'emploi saisonnier occupe une grande place. Et ces régions-là, comme l'Est du pays, l'Atlantique, n'y auront pas accès. Ah bon. Alors, M. Champagne, 2 points sur lesquels vous pouvez débattre ou répondre sur la question des familles, puis aussi les PME aussi. On ne pourra pas, je ne vais pas avoir tenu votre promesse là-dessus. J'aimerais d'abord corriger M. Doltel. Vous savez, les Canadiens et les Canadiennes comprennent que quand les taux d'intérêt sont bas, c'est le moment d'investir. L'OCDE l'a dit, Mme Lagarde du Fonds monétaire international, c'est un moment historique pour les sociétés comme les nôtres d'investir dans la croissance économique. C'est exactement. Quand on fait un plan pour les infrastructures, M. Doltel, on pense à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est exactement pourquoi on investit dans des mesures structurelles. Et c'est ce que les Canadiens nous ont demandé. Vous savez, les Canadiens ont fait un choix très clair le 19 octobre, c'est d'investir dans le futur, d'investir dans les familles, et c'est ce qu'on le fait. Sur les PME? Sur les PME, je vous dirais, écoutez, ce qui compte pour les PME, puis moi, je viens de ce milieu-là, c'est d'avoir une économie forte. C'est clair que le taux d'impôt pour les PME, c'est le plus bas. Évidemment, les PME, c'est le poumon de notre économie. On est très conscients. Mais ce que les entrepreneurs nous disent, même aujourd'hui, c'est de continuer d'investir parce que quand les gens ont les moyens de pouvoir investir, c'est comme ça, c'est comme ça que l'économie va croître et c'est comme ça que les PME vont en bénéficier. Alors, je vous dis, pour les PME, pour les familles, pour les gens de la classe moyenne, aujourd'hui, c'est une très bonne journée. Monsieur Deltel, sur la question des familles, l'annulation de votre allocation, qui elle est imposable, mais compensée par des crédits d'impôt, le gouvernement semble avoir choisi une mesure beaucoup plus facile. On envoie un chèque, il n'est pas imposable. Parce que là, les contribuables, avec leur déclaration de revenus, ont une mauvaise surprise avec votre ancienne allocation. Là. Vous ne trouvez pas finalement que c'est une bonne idée, finalement, de faciliter ça pour les familles? Pas nécessairement. Écoutez, personne s'en était caché. Je me souviens par contre qu'il y a bien des gens qui trouvaient ça épouvantable qu'on envoie des chèques aux gens pour les enfants. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, je tiens à revenir aussi sur la question des déficits et puis de la question des infrastructures. On n'est pas contre l'investissement dans les infrastructures. D'ailleurs, sous l'égide de Denis Lebel, notre gouvernement, l'année dernière, avait implanté le plan qui, à l'époque, était le plus ambitieux qui soit de l'histoire du Canada. À la différence, c'est que nous, on le faisait sans avoir de déficit. Et quand on voit que le gouvernement s'apprête à investir 120 milliards de dollars, quel sera l'impact sur l'économie? Eh bien, dans ses propres documents, on apprend qu'il y aura qu'à peine une baisse, selon leurs documents eux-mêmes, de 0,8 du chômage. Alors, 100 milliards de dollars pour baisser de 0,8 de chômage, moi, je ne pense pas que ce soit un bon investissement, d'autant plus que, comme je vous dis, on n'est pas contre l'investissement dans les infrastructures, encore faut-il le faire sans déficit. C'est quand on fait un déficit, on envoie la facture à nos petits-enfants qui, plus tard, vont devoir payer pour cette mauvaise gestion. M. Caron, là-dessus? Oui, bien écoutez, j'aimerais revenir sur quelque chose que M. Champagne a mentionné lorsqu'il parle de la réduction d'impôt et ce qui va venir comme crédit d'impôt pour les enfants et la famille. Il y a bien des gens qui en bénéficieront ni de l'un ni de l'autre. Si on est célibataire gagnant 45 000 ou un couple sans enfants gagnant 45 000 ou moins, on ne bénéficie aucunement des deux mesures qui ont été mises en place par les libéraux. C'est la même chose au niveau des personnes âgées. Si on est en couple, il n'y a absolument rien dans ce budget pour eux autres. Écoutez, il y a beaucoup de monde qui sont exclus. M. Champagne mentionnait qu'il y avait 9 millions de contribuables qui bénéficiaient d'une réduction d'impôt. La plupart n'auront qu'une petite réduction. Il y a quand même 14 millions de contribuables qui n'avaient rien de la réduction d'impôt initiale. C'est supposé être une réduction d'impôt pour la classe moyenne, mais en grande partie, c'est les gens dans la classe moyenne supérieure ou même les mieux nantis qui vont en bénéficier. Alors, je pense qu'il faut être honnête dans la manière qu'on approche ces questions-là. Il y a beaucoup d'interrogations qui se posent par rapport aux impacts que ce budget aura, en particulier au niveau des infrastructures. Et j'aimerais compléter sur ce point-là.
Les infrastructures au niveau du transport en commun, on est d'accord, on l'avait proposé aussi. Infrastructure verte, ça aussi, je pense que le Canada traîne de la patte par rapport aux autres pays industrialisés. On verra comment ça va se concrétiser. Infrastructure sociale, il faut réaliser qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans cette catégorie, qui en fait étaient des éléments pour lesquels on investissait auparavant, mais à l'extérieur du programme d'infrastructure, comme par exemple le logement social. Là, on prend le logement social, on l'inclut là-dedans, et les mesures font maintenant partie des infrastructures. Alors, il y a comme une espèce de jeu de mélange des genres, si vous voulez, qui fait en sorte qu'on semble investir davantage que ce qu'on risque ce dans quoi on risque d'investir au bout du compte. Monsieur Champagne, pour ceux qui s'inquiètent des déficits, puis il y a un débat là-dessus, hein, Clément Gignac, l'économiste, avait déjà prévu que vous alliez aller vers des déficits de 30 milliards. Vous prétendez que ça va relancer l'économie. Pourquoi ça ne peut pas être seulement 10 milliards, puis que vous avez dû aller à 30 milliards? Pour remplir vos promesses? Je vous dirais, le Canada est dans une position unique. On a le ratio de la dette, le PIB, le plus bas du G20. Alors, dans cette mesure-là, Mme Dussault, c'était important pour nous de prendre les mesures. Comme je vous dis, les gens nous ont dit deux choses. Aidez-nous et nos familles et investissez dans le futur. Investissez pour faire croître l'économie. C'est exactement ce qu'on fait. Vous avez vu aussi notre plan pour l'innovation. On parle de 800 millions qui va être investi aussi pour nos structures d'innovation, c'est-à-dire les écoles techniques, les centres d'innovation. Vous savez, c'est un budget qui fonctionne très bien pour le Québec parce qu'on parle d'électrification des transports, on parle de décarboniser l'économie, d'investir dans les énergies vertes. C'est exactement le chemin que le Québec a emprunté. Un budget fédéral comme ça qui vient s'appuyer là-dessus, c'est une bonne chose. Des gens qui vous regardent ce soir au Québec comprennent que c'est des mesures qui vont les aider dans leur famille, mais aussi qu'on est en train de bâtir le pays, le Canada qu'on veut de demain, c'est-à-dire une économie plus verte, une économie structurante. On a aussi, vous avez vu, on a rempli notre promesse pour les aînés, on a rempli notre promesse pour les jeunes en disant que notre programme de prêt et bourse serait plus généreux. On avait promis aux aînés d'avoir une augmentation jusqu'à 10 du revenu, du supplément de revenu garanti. On l'a fait. On a rétabli la relation avec les peuples autochtones. Moi, je pense que quand je regarde ça aujourd'hui, les gens qui vous regardent à la maison ce soir voient que quand on fait partie de la classe moyenne, quand on travaille fort pour y être, c'est un budget qui fonctionne. Monsieur Deltel, vous qui arrivez du Québec, que pensez-vous des transferts en santé? Je ne crois pas qu'il ait été augmenté, les transferts en santé. Les provinces attendaient. Bien, là-dessus, les conservateurs non plus n'avaient pas augmenté beaucoup. Oui, bien en fait, nous, on avait quand même avisé les gouvernements provinciaux des changements qui allaient être procédés, mais de façon à long terme et non pas du jour au lendemain comme ça a pu se faire. Vous savez, juste pour revenir pour ce que M. Champagne disait, il n'y a personne qui est contre la vertu. Encore faut-il avoir les moyens de le faire. Donc, il y a des mesures que vous aimez dans le budget? Il y a des mesures que vous aimez ou que vous auriez aimé vous-même annoncer? Bien, écoutez, on aurait aimé les annoncer, mais sans dette et sans déficit, pardon. Et c'est ça le problème. C'est que le gouvernement ouvre les valves, comme les changements à l'impôt qui ont été annoncés il y a quelques mois. C'est dans le trou d'1,7 milliard de dollars. Alors, à partir du moment où on ne regarde pas le déficit, puis on s'en fout royalement que ça balance pas, bien là, allons-y, ouvrons les valves. Et c'est ça qui, à notre point de vue, est tout à fait irréaliste et irresponsable. Merci. Merci. Monsieur Caron, le mot de la fin, il reste à peu près 30 secondes. Vous parlez de la santé, effectivement, c'est la grande inconnue. Si l'on parle d'un nouvel accord sur la santé avec les provinces, encore faut-il budgéter pour en arriver à un accord. Et présentement, il n'y a rien dans le budget. Il y avait des engagements également dans le programme électoral libéral sur les soins à domicile, sur les soins palliatifs, évidemment, en entente avec les provinces. Il n'y a absolument rien dans ce budget pour les soins de santé. Alors, ce serait intéressant de voir de quelle manière ces négociations pour un nouvel accord vont se dérouler. Alors, 10 secondes pour là-dessus, M. Champagne, pour la santé, parce que les provinces... Hein? Bien, écoutez, je vous dirais que la santé, c'est important pour tout le monde. Le transfert en santé, Mme Dussault, il est de 36,1 milliards. Le plus gros transfert en santé qui s'est jamais fait dans l'histoire du Canada. Et la ministre de la Santé, justement, a négocié un nouvel accord avec les provinces. On comprend que c'est important. C'est pour ça qu'on y a mis les sommes historiques pour s'assurer que les Québécois, les Québécoises aient accès à des soins de santé de qualité. Merci beaucoup, tous les trois. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée. Merci. Au revoir.